Cette année, Frontières franchit un nouveau cap en lançant de nouveaux formats, avec une équipe renforcée et une ambition, devenir ce grand média d'investigation capable de concurrencer Mediapart. Au cœur de notre modèle, une nouvelle application mobile, d'ores et déjà disponible sur iPhone et bientôt sur Android. Si vous souhaitez nous suivre au quotidien, téléchargez cette application mobile. Et pour nous soutenir de façon plus engagée, abonnez-vous et découvrez tous nos contenus exclusifs, magazines, enquêtes et interviews. Merci à tous. Frontières, la matinale, spécial 7 octobre. On accueille maintenant nos invités Yvaine Lecause, déléguée nationale de l'UNI, et également Louise Garnier, responsable de l'UNI à Sciences Po. Ils seront accompagnés de notre journaliste Jules Laurent. Le réveil des idées, c'est parti. Frontières, la matinale, le Bonjour. réveil des idées. Bonjour Louise Garnier. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Yvaine Lecause. Bonjour, Bienvenue également. Merci de participer au réveil des idées. Et puis Jules, écoute, je pense qu'on peut y aller. On peut directement partir sur une actualité et dans le vif du sujet, encore des débordements de l'extrême gauche à Sciences Po. On écoute tout de suite. Bonjour à vous deux. Depuis un an, en effet, Sciences Po transpose le conflit à Gaza jusque dans ses enceintes. Là, on vient d'entendre un extrait sonore qui date de la semaine dernière. En effet, de temps en temps, on a des remontées par des vidéos. Mais ma question, c'est est-ce que, en dehors des caméras, c'est toujours comme ça le climat à Sciences Po à l'année ? Louise Garnier. Bien, fort heureusement, il n'y a pas des manifestations en permanence dans l'enceinte de l'établissement. Maintenant, c'est vrai que la question palestinienne, depuis un an, elle est absolument omniprésente. Il n'y a pas un seul jour qui se passe à Sciences Po sans que vous croisiez un étudiant qui porte un kéfier. On vous parle souvent de la question palestinienne. Et si vous n'acquiescez pas, si vous ne reconnaissez pas que c'est un génocide, que Sciences Po doit absolument faire quelque chose, alors que, bon, en tant qu'une école, une grande école, est-ce que Sciences Po a la capacité de résoudre le conflit ? Je ne pense pas. Non, c'est absolument omniprésent. Et est-ce que l'administration a des réactions vis-à-vis de cela ? Alors soit à Sciences Po Paris ou à Sciences Po en général, est-ce qu'on a des réactions fermes ? On fait face globalement à un laxisme, que ce soit au sein de Sciences Po ou au sein de l'enseignement supérieur en général. Sous la pression de l'UNI, on a réussi à obtenir il y a quelques jours une réaction de Sciences Po Paris, avec notamment le déclenchement de l'article 40. C'est-à-dire qu'on a des militants, notamment d'ailleurs un des collaborateurs de Rima Hassan, qui sont poursuivis, qui vont être poursuivis par Sciences Po suite à leur manifestation pro-palestinienne. Il faut aussi avoir en tête qu'en dehors même du fait qu'il y a une pression qui est exercée sur les militants de droite, sur les personnes qui ne se positionneraient pas, on a également une pagaille généralisée dans l'enseignement supérieur avec des appels à l'intifada, c'est-à-dire à la lutte armée faite au sein de Sciences Po, mais également faite au sein d'autres établissements, et des appels à s'en prendre à toute personne ne pensant pas de la même manière. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il me semble que l'UNI a beaucoup milité contre la venue de Mariam Boudaka en début d'année. C'était la LFI qui essayait de la faire venir dans les universités. Et vous aviez, il me semble, essayé de faire interdire ces réunions. Oui, exactement. On a des organisations de gauche et d'extrême gauche qui ont même essayé de faire venir une membre du FPLP, donc qui est un groupe terroriste, c'est considéré réellement comme un groupe terroriste, et au sein de Lyon 2 notamment, mais également d'autres universités. Donc nous, systématiquement, on a réussi à faire interdire ces conférences parce que faire intervenir des personnes de gauche, des personnes de droite, des personnes même pro-palestiniennes ou pro-israéliennes, ça ne pose aucun problème. Faire intervenir des terroristes ou des personnes qui détestent la France au sein même d'un établissement de l'enseignement supérieur, là par contre c'est scandaleux et ça ne doit pas pouvoir se passer. Y a-t-il des étudiants qui sont ouvertement antisémites, Louise ? Alors, on a eu l'année dernière l'histoire de l'amphi où une étudiante juive avait supposément été sortie de l'amphithéâtre parce que juive. Maintenant, fort heureusement, on ne voit pas de l'antisémitisme absolument décomplexé tous les jours. Maintenant, on a des étudiants juifs qui subissent un climat qui est très lourd par le seul fait de ne pas acquiescer à la cause palestinienne. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'administration, je salue absolument que le directeur ait déclenché cet article 40. Maintenant, quand les Louis Vassy, c'est ça ? Louis Vassy, voilà, ouais. Exactement. Maintenant, quand vous voyez les étudiants pro-palestiniens qui chantent, même si Sciences Po ne veut pas, nous on est là, en sachant que Sciences Po leur autorise ce créneau hebdomadaire de manifestation et pousse même les tables. En fait, on a des tables qui sont tout le temps dans le hall et elles sont poussées spécialement pour ce créneau-là, pour qu'ils aient la place de circuler et de faire des tours comme ils veulent. C'est absolument ridicule et très ironique de chanter un slogan pareil. Mais c'est majoritairement les étudiants étrangers qui sont impliqués là-dedans ou c'est des Français ?
Il y a de tout, et en fait c'est ça aussi qui est particulièrement scandaleux. On a à peu près 50% d'étudiants internationaux à Sciences Po Paris, et parmi ces étudiants internationaux, une petite minorité, certes une petite minorité, mais participe à cette mobilisation-là. Et l'année dernière à Sciences Po Paris, est-ce qu'on a entendu un fait comme quoi un étudiant étranger aurait été exclu de Sciences Po ou aurait été reconduit dans son pays suite à une occupation, sachant qu'une occupation de l'établissement est illégale, ou suite à un blocage, sachant qu'un blocage d'un établissement est également illégal, ou suite à des propos pro-Hamas ou pro-terrorisme? Non, on n'en a pas eu un seul. Alors que pourtant, on a eu des propos pro-Hamas, alors que pourtant, on a eu des blocages, et pourtant, on a eu des occupations. Et parmi les personnes qui ont fait ça, on avait des étudiants étrangers. Et eux, comme les étudiants français, il n'y a eu aucune réaction de l'établissement. Parce que là, on parle donc de l'article 40, mais au niveau des sanctions internes à Sciences Po, il n'y en a quasiment pas eu. Alors, on retrouve les mêmes protagonistes qui, l'année dernière, bloquaient, occupaient et tenaient des propos inadmissibles dans Sciences Po. Cette même année, qui continuent de tenir des propos inadmissibles et qui, pourquoi pas, bientôt à nouveau bloqueront et occuperont les lieux. C'est une question de temps avant que les examens arrivent. Oui. Et justement, en fait, on va parler des réactions politiques face à cela. Exactement, on a un autre extrait à vous diffuser. Souvenez-vous, en mai dernier, une confrontation entre Louis Boyard et François-Xavier Bellamy. C'était un échange virulent, on écoute tout de suite. Il faut regarder les choses en face. Quand on empêche les étudiants de confession juive de rentrer dans des amphis, quand on empêche les étudiants de faire leurs examens en ce moment, ça pour le coup c'est vrai. Je passe mon temps à parler avec des étudiants qui disent qu'ils sont aujourd'hui empêchés de travailler normalement. Vous n'êtes pas venu me parler, vous êtes venu me faire la leçon, je ne reçois pas de leçon. En tout cas, vous devriez apprendre à accepter des leçons, surtout en tant que professeur. En plus. Mais ce que vous racontez sur l'amphithéâtre, d'accord, c'est faux, ça a été démontré. La France insoumise ici, c'est pas de l'opportunisme politique peut-être. Luce Garnier, je crois que vous étiez du coup à Sciences Po cette année lorsque ça s'est produit. Quels ont été les retours vis-à-vis de cette interpellation de François-Xavier Bellamy? C'est toujours, disons que pour nous c'est assez inhabituel d'avoir des personnalités de droite qui osent venir devant Sciences Po et prendre la parole comme ça. Et donc cette année avec l'Uni, on a reçu François-Xavier Bellamy à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement pour qu'il puisse un petit peu revenir à la fois sur cette histoire, mais surtout nous parler d'autres sujets. Et ce qui était marrant, c'était de voir les associations de gauche, enfin les syndicats de gauche, qui ont fait des communiqués pour expliquer à quel point de faire revenir François-Xavier Bellamy, c'était choquant, parce qu'il était apparemment... la liste, c'était une litanie, transphobe, homophobe, raciste, génocidaire. Tout le package, quoi. Oui, voilà. Après, on peut se demander si ces étudiants ne supportent pas François-Xavier Bellamy, comment est-ce qu'ils font pour vivre dans le monde réel? Exactement, et Bellamy, c'est l'un des seuls de droite, si je ne me trompe pas, qui a osé prendre la parole sur place. Quelle est la sanction pour ceux qui osent s'exprimer des violences, Yvan? La sanction pour ceux qui osent s'exprimer sur ces violences, sur les propos tenus au sein de Sciences Po, sur finalement qui osent tout simplement exprimer la réalité de ce qui se passe au sein de cet établissement, je dirais qu'elle est assez grave parce qu'on parle d'exclusion des cercles sociaux, on parle de menaces, des fois qui vont jusqu'à des menaces de mort. Moi, c'était le cas quand j'étais étudiant et je suis toujours d'ailleurs à Sciences Po Grenoble où il y a 2 ans, j'ai été menacé de mort tout simplement pour m'être exprimé sur certains sujets et notamment contre les blocages au sein de l'IEP et au sein de l'Université de Grenoble. Vous aviez eu votre nom écrit sur un mur. Exactement, mon nom est celui d'un de nos élus étudiants qui avait été écrit sur les murs de la bibliothèque universitaire. Il y a eu des retombées ou pas? Non, aucune retombée, parce qu'il y a toujours, sur la majorité du campus, il n'y a aucune caméra de vidéoprotection, et donc forcément, on ne peut pas savoir qui a mis ces inscriptions. Et surtout, on a derrière, je pense, la boule au ventre quand on va étudier pour les étudiants qui osent s'exprimer. Moi, je pense que c'est important de s'exprimer parce que si les jeunes de droite, si les étudiants de droite, ils se taisent et baissent la tête, alors même que la majorité des Français sont de droite, alors même que la France est de droite, alors même qu'être de droite, aujourd'hui, je dirais que c'est se rapprocher de la normalité parce que c'est être pragmatique. Alors qui osera parler? On n'aura que la gauche et l'extrême gauche qui s'exprimeront et qui déblatéreront ce qu'on peut aujourd'hui plus communément appeler l'islamo-gauchisme. Parce que je tiens à revenir sur quelque chose qui est particulièrement important. Les personnes qu'on voit manifester, elles viennent pas de nulle part. C'est notamment encouragé par des organisations d'extrême gauche qui sont représentatives. Je parle de l'UNEF et l'Union étudiante et qui sont massivement subventionnées. Donc on parle pas de petits groupes pro-palestiniens par-ci par-là qui font des manifestations, même s'ils en font partie. Mais on parle réellement de 2 organisations très implantées dans l'enseignement supérieur et qui, avec l'argent du contribuable, organisent des rassemblements dans lesquels sont tenus des propos qui sont inadmissibles. Et l'UNEF, par exemple, est-ce qu'ils sont mêlés à ce qu'on appelle les antifas? Est-ce qu'il y a justement des violences qui sont exercées à Sciences Po sur les personnes de l'Uni? Alors à Sciences Po, on a quand même beaucoup de chance d'être dans un climat où il n'y a pas de violence physique et ça dépasse jamais...
voilà, ça dépasse jamais cette limite-là parce que les militants sont quand même très informés sur ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire pour justement n'avoir jamais de sanctions, que les commissions disciplinaires s'arrêtent toujours à un moment ou à un autre et qu'ils restent ad vitam aeternam dans l'établissement. Maintenant, le climat de violence, il est quand même réel parce que même si ça n'a pas à la violence physique, enfin, c'est de l'intimidation verbale en permanence, sans jamais qu'il y ait de sanctions non plus, et en sachant que c'est toujours les mêmes étudiants. Et donc on voit que François Bellamy effectivement a provoqué l'ire en étant venu, mais quelle est la réception par exemple d'un Louis Boyard ou d'une Rima Hassan à Sciences Po en général ? Que ce soit même à Sciences Po, dans l'enseignement supérieur plus généralement, une personnalité d'extrême gauche, encore plus elle est pro-palestinienne notamment pour ce qui est de Rima Hassan, elles vont être très bien accueillies parce qu'on parle d'une minorité militante, mais dans l'enseignement supérieur on a quand même une majorité d'étudiants qui sont aujourd'hui orientés à gauche si ce n'est à l'extrême gauche. En tout cas, c'est le cas dans l'enseignement supérieur, pas parmi les jeunes, mais en tout cas pour les jeunes étudiants, c'est le cas. Et ces personnalités-là vont être très bien accueillies aussi parce qu'il y a un fort lobbying, toujours des deux mêmes organisations, donc je parlais de l'UNEF et l'Union étudiante. Dès qu'on arrive dans l'enseignement supérieur, on ne peut pas ne pas recevoir de la propagande d'extrême gauche. Même si on est étudiant à Assas, même si on est étudiant au Capitole à Toulousain, qui sont des universités réputées pour être plus de droite, on ne peut pas ne pas recevoir la propagande d'extrême gauche, alors que la propagande de droite, même si nous on est présent un petit peu, on est présent absolument partout, elle est plus difficile déjà parce que lorsque on milite à droite, on subit directement des pressions, on est directement occulté, alors que même des universités vont pousser pour faire en sorte qu'il y ait de la propagande de gauche et d'extrême gauche dans leurs établissements. Et ça va jusqu'au professeur, Louise Garnier, si je me trompe pas. Oui, alors fort heureusement à Sciences Po, on a quand même la plupart des professeurs qui restent des professeurs de très bonne qualité, mais il y a certains professeurs qui accentuent la pression subie par les étudiants de droite, qui par exemple lors de débats vont encore plus jeter en pâture les étudiants. La dernière fois, quand les affiches de Philippines ont été arrachées, on avait une professeure qui soutenait ceux qui arrachaient les affiches, et quand on lui a dit, madame, vous êtes professeur, ayez au moins la décence de... on ne nous demande même pas d'intervenir pour calmer le débat, juste de ne rien dire. Et elle nous dit, ah bah bravo, vous êtes en quelle année ? Donc je lui dis que je suis en Master 1 et un autre militant en Master 2. Elle fait, ah et c'est maintenant que vous apprenez que les professeurs à Sciences Po ne sont pas neutres. Voilà. Ah oui, donc, tout était dit en fait. Ah oui, c'est officiel, d'accord. Justement, en fait, on a un extrait à vous faire écouter d'un professeur, on va faire réagir à ça. Fanny Gallo, historienne et maîtresse de conférences, spécialiste du genre, s'inquiète de l'extrême droitisation de la société. On écoute. On est dans une situation aujourd'hui dans les universités qui est très difficile et qui révèle cette extrême droitisation profonde de la société, où on se retrouve à ne plus pouvoir organiser des meetings et des débats, où on se retrouve à ne plus pouvoir, par exemple, organiser des colloques qui portent sur l'intersectionnalité ou sur l'islamophobie ou sur l'ensemble de ces questions. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que je dois croire entre vous et ce que dit cette historienne ? Finalement, ce qu'il faut croire, c'est le réel, tout simplement. Aujourd'hui, c'est quoi les grandes problématiques en France ? Vous nous expliquez que c'est l'extrême droitisation, c'est quoi ? C'est la montée de l'islamophobie. J'ai pas l'impression, quand on se balade dans la rue ou quand on va dans notre université ou quand on regarde un petit peu ce qui se joue en France, là, sociétalement, c'est les problèmes, soit l'islamophobie ou les problèmes que ça soit la montée de certaines discriminations ou l'extrême droitisation plus généralement. Là aujourd'hui en France, c'est quoi le problème ? C'est que quand on se balade dans la rue, on n'est pas en sécurité. C'est que Louise, si elle veut rentrer chez elle, va falloir qu'elle soit accompagnée par plusieurs personnes parce qu'on peut plus se balader en étant en sécurité. C'est qu'en France aujourd'hui, on a une inflation absolument délirante qui fait en sorte qu'on a les ménages les plus aisés alors même qu'ils travaillent parce qu'ils sont incroyablement taxés, parce que vont se retrouver à pas pouvoir finir la fin du mois. Aujourd'hui en France, je pense qu'un des problèmes également, c'est le fait qu'on a des Français qui, lorsqu'ils sortent de chez eux, ne se sentent plus en France et se sentent en insécurité, ne reconnaissent plus leur pays et se retrouvent dans une situation finalement qui est absolument pas normale pour un pays qui est censé un petit peu tenir ses frontières. Voilà, c'est ça la réalité en France, c'est pas la montée de l'islamophobie, mais par contre, je pense qu'en France, le problème, ça va être que, et si on revient sur l'enseignement supérieur, c'est qu'on a des organisations massivement subventionnées par le contribuable. Je pense notamment à l'UNEF, qui en 2021 organisait des réunions interdites aux blancs, qui a des élus qui sont condamnés pour violence contre des membres de l'UNI, qui a des membres dirigeants qui saluent et se réjouissent de l'incendie de Notre-Dame. Et je pense que ça, c'est un problème bien plus prégnant, bien plus représentatif de ce qu'il se passe aujourd'hui en France que
la montée de l'islamophobie comme ce qu'elle dénonce, alors qu'en réalité aujourd'hui en France, si on voit qu'il y a une montée, c'est c'est le racisme anti-blanc, c'est l'antisémitisme et c'est montée de l'insécurité. Voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui en France. Et je voulais revenir justement sur la sécurité en tant que femme, vu ce qu'il y a eu avec l'affaire Philippines. On a vu d'ailleurs à Sciences Po que les affiches, comme partout en France, ont été arrachées. C'est une image doublement violente que cette jeune femme ait été tuée par un migrant sous OQTF et qu'en plus, en tant que jeune femme, c'est une jeune femme qui était en train d'arracher les affiches à Sciences Po. Oui, bien sûr. Une jeune femme proche de LFI, de Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez, quand Jean-Luc Mélenchon était venu faire une conférence où il y avait une ovation totale, c'était elle qui posait les questions et lui donnait la parole. Donc c'est pas n'importe qui. La favorite. Non plus. Oui. Voilà. Maintenant, c'est vraiment c'est représentatif du féminisme. Si vous voulez, c'est 2 poids 2 mesures. Si vous êtes du féminisme et que vous pensez correctement, ils vont protéger les femmes qui pensent comme eux ou qui correspondent à leurs critères. Quand c'est soit Philippines, soit nos militantes qui collent pour Philippines, là, il n'y a aucun problème pour les intimider, pour leur faire peur, pour arracher les affiches, pour salir tous les hommages rendus à la mémoire de Philippines. C'est absolument ubuesque. Et vous, en tant que femme aujourd'hui en France, comment vous sentez-vous ? Parce que c'est souvent la question que je pose ces derniers jours, parce que c'est une actualité qui est quand même extrêmement importante à aborder. Ils viennent parler de mesures justement mises en place à la sortie de Sciences Po. Est-ce que vous avez vraiment mis des mesures en place ? Faites attention, vous rentrez pas seul. Je sais qu'il faudrait, parce que je me retrouve souvent, typiquement, on n'était même pas encore rentré, c'était la semaine de pré-rentrée, je me suis retrouvée encerclée par des militants pro-palestiniens, donc si vous voulez, avec des drapeaux palestiniens à 10 cm de mon visage. Ils étaient une dizaine, j'étais toute seule, et ça s'arrêtait au bout de 20 minutes quand il y en a un qui a dit vous vous rendez quand même compte qu'elle est toute seule, elle filme, vous êtes 10, il a dit 20, mais c'était pas 20, et juste ça va retomber contre vous. Là ils font ah oui, puis ils partent comme ça. C'est une pression. Voilà, c'est en permanence. Le problème principal, c'est que je filme tout ce qui se passe, et donc ça les énerve particulièrement. Ça énerve à la fois les militants et l'administration. Et donc, voilà, en fait, le problème de Sciences Po, c'est pas ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui filment et qui disent la vérité. Qui ressortent. Voilà, mais c'est aussi une manière de vous protéger. Bien sûr. C'est d'ailleurs ce que je réponds souvent, c'est que s'il arrive quelque chose, comme jamais les témoins vont témoigner en défaveur de leurs militants, moi, les images, c'est du concret, bien sûr. La question que je me pose, justement, c'est, Sciences Po est censé former l'élite de demain, justement. Quelle élite de demain vous voyez-vous émerger et apparaître ? Je dirais que c'est même de moins en moins une élite. Alors c'est triste à dire, mais moi-même je suis étudiant dans un IEP, donc je me rends particulièrement compte de ce qui se passe. J'ai plusieurs camarades qui me disent que en sortant de l'IEP de Grenoble, mais c'est la même chose pour de nombreux autres IEP, y compris celui de Paris, ils ont des employeurs qui ne veulent pas les recevoir parce qu'en voyant ce qui se passe au sein de Sciences Po, on ne sait pas qui on embauche. Est-ce qu'on embauche quelqu'un qui finalement est très compétent et qui a réussi son concours et qui a bien travaillé et qui va être un atout dans notre société ? Ou est-ce qu'on embauche quelqu'un qui, pendant 5 ans, a bloqué l'établissement, a occupé l'établissement et a porté un kéfi en expliquant qu'il fallait mettre en place une intifada en France ? On ne sait pas qui en embauche. Et donc il y en a beaucoup, ils vont préférer embaucher des personnes en école d'ingé, en école de commerce, directement d'une faculté, fac de droit, fac de Sciences Po, mais pas des personnes de Sciences Po parce qu'on ne sait plus qui en embauche. Et je me demandais également... Aujourd'hui, à l'Uni, particulièrement puisque vous êtes représentants tous les deux de l'Uni, est-ce que vous voyez cette extrême droitisation ou est-ce que vous voyez effectivement des jeunes qui s'intéressent, qui viennent vous voir, vous rencontrer ? On voit quand même qu'il y a énormément de jeunes qui s'intéressent à la politique. Plus généralement, je dirais qu'en France, c'est qu'il y a un intérêt grandissant pour la politique. Alors que ça soit à droite ou à gauche, là on voit que les jeunes sont de plus en plus intéressés par la question politique. Après, parler d'extrême droitisation, je pense que c'est être à côté du sujet, parce que déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'extrême droitisation ? Est-ce que l'extrême droitisation, c'est le fait de se rendre compte, de vouloir du travail, de vouloir plus de mérite au sein de l'enseignement supérieur ? Est-ce que c'est vouloir étudier librement ? Est-ce que c'est juste vouloir faire en sorte que nos cours ils soient neutres et pas orientés d'un côté comme d'un autre? Est-ce que ça, c'est être d'extrême droite? Alors oui, on a une montée drastique de l'extrême droite parmi la jeunesse. Est-ce que être d'extrême droite, c'est finalement se dire, moi je suis dans mon lieu d'études, j'ai envie d'aller étudier, d'avoir un bon diplôme, et qu'en sortant de Sciences Po, on refuse pas de m'embaucher parce qu'on a peur que je sois un militant de la France Insoumise qui derrière va avoir des revendications complètement lunaires au sein de l'entreprise. Voilà, si ça, c'est être d'extrême droite, oui, il y a une montée de l'extrême droite. Après, moi je pense qu'il y a juste une montée de l'engagement politique et de l'intérêt pour la politique, aussi bien pour le coup à gauche qu'à droite. Et moi je salue ces intérêts-là parce que je pense que si les jeunes s'y intéressent pas, alors que même que les jeunes sont l'avenir de la société, on va vivre dans une société où il y aura plus qu'une extrême minorité qui est bien souvent malheureusement à gauche, qui va s'y intéresser, qui va prendre le contrôle progressivement des institutions politiques.
On va finir avec ce sujet. Et est-ce que vous l'avez vécu, vous l'avez senti, ou vous l'avez analysé, toute la transposition de ce qui s'est passé aux États-Unis à Sciences Po, c'est-à-dire du mouvement woke, c'est-à-dire de Black Lives Matter, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est arrivé, mais finalement c'est un retour de bâton parce que c'était la French Theory. Mais est-ce que vous l'avez vu venir? Est-ce que c'est là que vous analysez le vrai changement, on pourrait dire entre guillemets la décadence de Sciences Po? C'est à ce moment-là ou pas? Pas spécialement. En fait, pour moi, vraiment, tous les ans, si vous voulez, ils prennent un sujet. Donc ça peut être la théorie du genre. Cette année, c'est la cause palestinienne. Ils vont de plus en plus loin dans leur idée, jusqu'à un point où vous ne pouvez plus dire, même pas de non, juste nuancer leurs propos. Donc à Sciences Po, c'est impossible de contredire ou questionner la théorie du genre. La question palestinienne, c'est impossible de ne pas reconnaître le génocide. Et si vous voulez, je pense qu'à Sciences Po, il y a eu des blocus auparavant pour des sujets, pour les retraites, etc. Pour moi, c'est pas tant la venue des questionnements des campus américains, c'est la cause palestinienne depuis 2 ans qui a amené la violence politique à Sciences Po, là où elle n'existait pas spécialement. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que plus qu'un engagement plus fort, en tout cas à Sciences Po, il n'y a pas d'engagement plus fort de la gauche, puisqu'elle a toujours été très très engagée, il y a un sursaut du bon sens parmi les étudiants, ce qui fait qu'on a de plus en plus d'étudiants qui viennent nous voir et qui veulent s'engager à l'Uni, d'une part parce qu'ils n'ont pas envie que leur école devienne une ZAD à ciel ouvert, et d'autre part parce que avoir Sciences Po, ça peut être difficile donc pour trouver les mêmes emplois auxquels on avait accès avant, mais d'avoir le tampon Uni... c'est égal à je ne cautionnais pas tout ce qui se passait. Pas, oui. Ça aide c'est beaucoup. non discriminant en Voilà. fait, vis-à-vis de l'embauche. Mais après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que là on focalise sur Sciences Po, mais bon, j'ai été aussi dans d'autres facs, c'est aussi, on le retrouve aussi, hein, Sciences Po c'est symbolique, c'est une focale, mais... Sciences Po c'est symbolique et c'est finalement, quand on voit ce qui se passe à Sciences Po, c'est ce qui arrive dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, juste un petit peu plus fort. Effectivement, à Sciences Po, ça va un petit peu plus loin, les propos sont qui sont souvent... bons aussi, hein. Ah oui, après il y a d'autres universités aussi très de gauche, mais voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment que Sciences Po, c'est représentatif de ce qui se passe dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, juste le degré est un petit peu plus élevé. Mais quand on voit qu'il y avait eu des blocages l'année dernière à Sciences Po ou des occupations à Sciences Po, il y avait des blocages et des occupations dans la majorité des universités françaises. C'est pas juste à Sciences Po. On a un débat en parlant de Sciences Po qui est très, je dirais, parisien. Mais il faut aussi avoir en tête qu'à Lyon c'était bloqué, à Grenoble c'était bloqué, à Lille, à Rennes, à Toulouse, partout c'était bloqué. Mais on parle de Sciences Po, droit, c'est ça, parce que c'est symbolique. Et je pense qu'en dehors même du phénomène peut-être woke qui vient des États-Unis et qui arrive en France, on a aussi la question du frérisme qui progresse dans l'enseignement supérieur, et on a finalement cette convergence des luttes entre les woke qui vont notamment être représentés par l'Union étudiante et l'UNEF, et qui vont progresser, mais également donc du frérisme, de l'islamisme, du séparatisme, qui via d'autres organisations qui au premier abord vont juste paraître être des organisations qui font des distributions alimentaires, qui sont de gauche modérées, même plus soft que l'UNEF et l'Union étudiante, mais qui derrière vont promouvoir le séparatisme, la haine de la France et la montée de l'islamisme au sein de l'enseignement supérieur. Et on a cette convergence des luttes qui se voit très bien à travers la mobilisation pro-palestinienne, et ça c'est aussi un phénomène qu'il ne faut pas oublier, et même s'il est très discret, ça avance, ça progresse, et si on fait rien aussi pour lutter contre l'augmentation du frérisme à l'université, on aura à la fin une victoire de l'un ou de l'autre, en tout cas du wokisme ou du frérisme. Non, c'est sûr qu'il y a une convergence sur toutes les idéologies qui cherchent à détruire l'homme blanc, occidental, catholique dans l'image qu'on s'en fait. Et à Sciences Po, c'est très visible. Et on salue la chercheuse Florence Bergeau-Blackler qui fait un bon travail sur cette question. Nous aurions beaucoup de choses à dire à ce sujet, et je suis sûre que vous avez encore plein de réflexions à partager, mais on espère vous recevoir à nouveau chez Frontières dans la matinale d'ici quelques semaines, qui sait, pour d'autres nouvelles manifestations à Sciences Po ou dans d'autres universités en France. Nous allons nous plonger un peu plus dans cette thématique dans quelques instants lors de notre interview frontale avec Julien Audoul. On vous remercie encore, Louise et Yvaine, d'être venus aujourd'hui. Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatant au grand jour, au seuil de nos maisons.
un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître. Avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et, pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.